globalement, moi, je vais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé côté Azure et iFoundry, globalement, entre juillet et août. Juillet, ça a été un mois de petites annonces. On a eu un peu d'évolution sur le modèle Image One, celui du fameux studio Ghibli, où maintenant on a une meilleure conservation de la fidélité. On peut un peu plus finement régler ce qu'on souhaite conserver en termes de charte graphique, etc. Donc moins dénaturer les images. Ce côté studio qu'on a côté ChatGPT, où on sent qu'on tend de plus en plus à dire ok, tu me changes la scène, mais tu me faites pas tout, ce côté-là. Donc il y a un paramètre qui s'appelle l'input fidelity qui permet de régler ça maintenant. On a ce qu'ils appellent le partial image streaming qui est arrivé. Ça, c'est le côté, vous savez, quand ça précharge un peu l'image pour que tu puisses la voir et que tout de suite tu aies un premier visuel avant qu'elle soit terminée. Voilà. Bon, encore une fois, on est dans un monde pass, donc c'est du sur-mesure, c'est plutôt pour ton modèle que tu construis ou ton applicatif. Donc tu es moins dans une expérience plateforme et du coup, c'est de la fonctionnalité par fonctionnalité que tu peux appeler. Du coup, qui peut avoir un rôle ou pas en fonction de ce que tu construis. On l'avait évoqué lorsque tu as parlé de Researcher. On a le Deep Research Agent qui est disponible maintenant en tant qu'agent dans Azure. Alors, Microsoft conserve un peu la même philosophie dans Azure et iFoundry. On a la partie agent et on va avoir des agents templates qui sont mis à disposition, notamment aussi par une partie un peu marketplace, GitHub, d'agents qu'on peut facilement déployer. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce côté, par exemple, O3 Deep Research, qui correspond totalement finalement à ce qu'on a sur Copilot, on va le retrouver déployable en pro-code côté Azure et iFoundry. Donc ça c'était le mois de juillet. J'ai pas grand chose de plus qui m'a sauté aux yeux. Par contre, après, mois d'août, du coup, pareil que toi, Kevin, arrivée de GPT-5, on en a parlé. Alors derrière, en vrai, côté Azure, on va retrouver 4 sous-modèles, du coup, qui ont été qui peuvent être appelés. Donc là où, quand tu es sur ChatGPT, tu as le modèle central. Derrière, nous, on va pouvoir jouer plus finement. On a le GPT-5 global. Donc 200. Donc on a aussi un allongement de la fenêtre contextuelle qui peut être prise en compte. Et ce qui est plus important aussi, c'est en termes de tokens. Je crois qu'on a 272 000 tokens maintenant qui peuvent être pris en compte. Ça a son importance finalement, c'est plus tu charges d'infos à un chat GPT, etc., plus que ce soit du texte ou la conversation complète, plus ça a de l'impact parce qu'il se rappelle de plus de choses. C'est un des enjeux de GPT-5, c'était augmentation du nombre de tokens, de ta fenêtre contextuelle. Après, on a un GPT-5 chat pour le côté plus multimodal, conversationnel qui est arrivé avec 128 000 tokens. On a un GPT-5 mini. Du coup, là, on reprend l'idée un peu de nano, etc. pour des choses plus faibles et notamment, ils le disent, pour de l'appel d'outils convivial en temps réel. Pour de l'inférence un peu plus rapide. Et alors non, on a le mini qui se différencie du nano pour les petites tâches. Il y a un nano aussi. Donc ça, finalement, c'est aussi ce que GPT-5 va faire derrière quand il bosse avec vous. C'est appeler chacun de ces petits sous-modèles. S'il voit que c'est une tâche rapide et que tu dois avoir une réponse rapide, tu auras le nano qui intervient, etc. Donc ça, on les retrouve dans Azure sur plusieurs data zones, États-Unis, Europe, etc. Full dispo, annoncé quasiment en temps réel par rapport à OpenAI, dans la même logique qu'on a évoquée sur Copilot. Moi, ce que j'ai retenu, c'est 2-3 autres petites news. Alors, il y a un nouvel outil qu'ils ont sorti côté Azure qui s'appelle le Freeform. Donc, une meilleure liberté d'expression pour notre ami GPT-5. En fait, l'intérêt, c'est quoi ? On a souvent dit aujourd'hui qu'on donnait des skills, la capacité à un LLM de pouvoir appeler un outil externe pouvant être une base de données. Le problème, c'est que finalement, entre ce langage naturel que l'on a, LLM comprend, et votre outil cible, ça demandait un certain niveau de travail pour pouvoir formaliser au format JSON souvent, la manière dont il allait pouvoir finalement communiquer avec votre outil cible, par exemple en SQL ou en Python, script Python, etc. Donc du coup, il y avait une étape de préparation qui permettait de faire cette traduction entre le langage naturel que comprend le LLM, qui est son mode de fonctionnement, et l'interaction qu'il allait avoir avec un outil qui, lui, ne comprend pas le langage naturel. Et le JSON était un peu notre framework de facilitateur entre ces deux modes. Et du coup, aujourd'hui, ce Freeform va permettre à GPT-5 de s'exprimer directement dans le langage. Donc, on a pu cette phase de préparation au format JSON. Il va savoir aujourd'hui envoyer des requêtes SQL, envoyer des scripts Python, ou n'importe quel fichier de configuration, etc., sans qu'on ait eu
ce besoin de structurer au format JSON la manière d'interagir. Exactement, il se débrouille. Donc, peut-être que ça se fait derrière naturellement, hein, tu vois. En fait, il apprend les langues étrangères, quoi, tout simplement. Il apprend les langues étrangères et ou les langages étrangers. Et où il prépare lui-même ce formalisme si à un moment il est toujours nécessaire. En tout cas, ce n'est plus une tâche de ton côté. Donc ça, pareil, toujours dans ce côté, on avait parlé des serveurs MCP, ces connecteurs facilitants qui permettent de décrire un outil pour qu'un LLM puisse comprendre comment s'interagir. Dans la même veine, ce Freeform, donc, qui est disponible de côté Azure, dans Azure et iFoundry, va nous permettre de faciliter l'intégration de votre GPT-5 avec des outils externes.